Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la robe numérique. Aujourd'hui, on va parler des indépendants. Je sais que bon, c'est pas le sujet que nous abordons au quotidien et dans les épisodes de la robe numérique, c'est pas un sujet qui revient souvent. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plateforme que j'ai découvert complètement par hasard, qui met à l'honneur ces indépendants et qui facilite leur quotidien. Alors, j'ai le plaisir, pour répondre à toutes nos questions, d'accueillir Jean Le Brumand, qui est cofondateur et directeur produit pour Brigade. Alors, bonjour Jean, merci beaucoup, d'être au micro de la robe numérique. Bonjour Ariana, merci pour l'invitation. Très content de faire partie de ton podcast. Est-ce que tu peux nous présenter Brigade? Oui, bien sûr. Alors Brigade, c'est une plateforme de mise en relation avec d'une part des entreprises des secteurs du médico-social et de la restauration et d'autre part des professionnels à leur compte pour réaliser des missions de courte et moyenne durée dans ces industries qui sont à la fois très pénuriques et qui ont des activités très dynamiques et du coup qui historiquement ont toujours eu besoin d'avoir du personnel temporaire pour réaliser des missions sur le tard. Alors, comment on vient à mélanger, le secteur, de l'hôtellerie-restauration et les secteurs, médico-sociaux? Ça doit quand même pas être natif quand vous avez créé, Brigade au début? Alors, tu as tout à fait raison, c'est 2 secteurs d'expertise très différents, mais qui ont des patterns en commun, encore une fois, parce que c'est des industries en flux tendu et c'est à peu près la même typologie de mission courte quand c'est des missions ponctuelles. Donc on constate beaucoup de similitudes sur les besoins en termes de réactivité, en termes de pertinence des profils, en termes de besoins d'expertise. Donc ça nous convient bien parce qu'on est vraiment une plateforme, d'experts. Nous, quand on a lancé Brigade, la genèse, c'était, un constat dans la restauration qui était la difficulté pour un restaurateur de trouver du personnel compétent qui est capable justement de s'intégrer très vite dans une équipe pour effectuer une mission de serveur, de chef de partie, de chef de rang. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, l'idée est venue de permettre de faciliter la rencontre via des outils technologiques, via le numérique, pour faire en sorte que des gens qui ont une expertise et qui ont du temps à allouer et qui souhaitent justement effectuer des missions en complément de leurs revenus, puissent se rendre disponibles pour aider des restaurateurs dans le besoin. Et donc ça a marché pendant plusieurs années très bien en forte croissance. On avait un business model et un produit qui plaisait très très bien à nos deux communautés, donc à la fois la communauté des professionnels à leur compte et aux communautés d'entreprise. Et le Covid arrive, et du coup on se retrouve avec la situation un petit peu compliquée où du jour au lendemain on perd 80% de nos clients quand les restaurants ont fermé. Donc là, ça a été une gestion de crise assez inédite pour Brigade. Et très vite, il y a eu la question de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, dès maintenant, décliner notre activité dans une autre industrie. Parce que ça a toujours été notre partie de notre vision. Nous, quand on a monté la boîte avec mon associé Florent Malbranche en 2016, on s'est dit, nous, de toute façon, on comprend bien, malgré que la jeunesse de l'histoire vient de la restauration, on avait très vite compris que c'était un problème qui était plus global que dans la restauration et qu'on pouvait retrouver ça dans beaucoup, beaucoup d'industries, santé inclus. Et ça, on l'avait déjà vu à l'époque. Mais nous, on avait cette logique de se dire, on maîtrise très bien l'industrie de la restauration, on travaille avec des restaurants étoilés, avec des cantines collectives, enfin voilà, on a un prisme, on a un spectre de typologie d'entreprise qui est très très large, et on voulait vraiment déployer notre solution, notre service partout en Europe avant justement d'aller ouvrir d'autres industries, parce qu'il faut se former entre guillemets à cette nouvelle industrie pour être très pertinent et être considéré aussi comme un expert. Covid arrive, donc forcément, notre expansion internationale, elle a pris un gros coup d'arrêt. La question, ça a été de se dire, est-ce que là, on va pas changer notre stratégie et on va inverser les deux piliers principaux de notre stratégie d'expansion, qui était d'abord l'expansion internationale sur la restauration, avant d'aller faire d'autres industries. Donc, c'est ce qu'on a fait et on a lancé la santé parce que c'était l'industrie qui faisait plus sens au moment de la crise, parce qu'il y avait d'énormes besoins. Et nous, ce qui était très drôle, c'est ce qui nous a aussi beaucoup aidé à lancer, c'est qu'on avait des DRH de groupes de soins qui nous utilisaient déjà pour la restauration parce qu'ils embarquaient eux-mêmes la restauration sans passer par un prestataire. Et ils nous ont dit, mais est-ce que vous pouvez pas me faire du staff aussi, du médico-social, parce que c'est la catastrophe entre les gens qui ont le Covid qui peuvent pas venir, le fait qu'on a une hausse d'activité hyper importante et que j'ai pas assez de monde et que c'est très dur de recruter. Je suis complètement à la rue. Et c'est là où on s'est dit, bon, il y a quand même un alignement des planètes parce que nous on a une volonté stratégique de tester ce marché-là et on a déjà des clients qui nous demandent si on peut pas les aider. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a lancé ce qu'on appelle dans le jargon un proof of concept à l'été 2020 où on a testé avec quelques clients qui nous connaissaient bien, justement,
ce service en les mettant en relation avec des travailleurs à leur compte dans le soin, dans le médico-social. Ça a super bien marché, on a eu des très très bons retours et ça a répondu à une très grosse problématique qu'ils avaient dans la santé. Et du coup, on a décidé après d'y aller à fond. Et du coup, là maintenant, c'est devenu un très gros pôle chez nous, en très forte croissance. Et ça fait partie intégrante de notre future expansion où justement maintenant on est sur ce qu'on aime à dire, c'est avant Brigade, on était sur un réacteur, c'était la restauration, là on est sur 2 réacteurs, c'est restauration et santé. Et le médico-social, c'est un marché qui est gigantesque et même encore plus gros que la restauration en Europe. Donc c'est une nouvelle corde à notre arc pour justement, encore une fois, devenir leader européen sur ces 2 industries dans les prochaines années. Alors, pour devenir leader européen, c'est tout ce qu'on souhaite à Brigade. Hem, alors, est-ce que tu peux nous définir, nous expliquer comment fonctionne, l'inscription, pour une entreprise? Je suis une entreprise, j'ai besoin, d'un renfort, de staff, sur un ou 2 de ces aspects. Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, quand on arrive sur Brigade, on va pouvoir s'inscrire très facilement dessus. On va demander, plusieurs informations, sur, l'établissement, quelles sont les informations que les freelances vont avoir besoin justement pour savoir s'ils peuvent se positionner ou non sur cette mission. Puisque Brigade, le fonctionnement c'est les freelances qui choisissent les missions et pas les établissements qui choisissent les freelances. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une plateforme fermée. Et bien en fait, ça a le double avantage un, être hyper réactif parce que nous, on va propager, si tu veux, la proposition de mission aux brigadeurs qui vont être qualifiés, qui vont avoir les bonnes qualifications pour effectuer cette mission. Ils sont libres de l'accepter ou non. Mais du coup, en fin de compte, une mission chez nous, ça se staffe à 70% du temps, ça va se staffer en moins de 30 minutes. Ce qui est encore une fois très inédit pour ces industries-là, où d'habitude c'est des heures et des heures et c'est hyper galère, tout se fait manuellement, ils doivent eux-mêmes contacter des listes d'extras, etc. Enfin, c'est pas du tout industrialisé par rapport à la quantité et à l'effort que ça représente pour eux. Et alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme ce sont les freelances qui choisissent les missions et pas l'inverse, tu n'as plus du tout toutes les problématiques de discrimination que tu pouvais avoir avec un système plus traditionnel, où en gros, c'était vraiment le rapport de force était côté entreprise. Donc c'est vraiment cette double euh, ouais, ce double effet, j'allais dire qui se coule, mais c'est pas le bon mot. C'est le double avantage de dire, voilà, c'est super rapide. Et en plus de ça, c'est vraiment les freelances qui ont complètement le pouvoir de décider. Donc c'est pour ça qu'à l'inscription d'un business, on leur demande beaucoup d'informations qui vont être ensuite transmises aux brigadeurs quand les établissements vont créer des missions, pour qu'ils puissent se dire, est-ce que ça me correspond, est-ce que moi j'ai les bonnes compétences pour faire ça, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça correspond à ce que je recherche, etc. Donc une fois que l'établissement a rempli du coup un peu sa fiche descriptive avec les questions qu'on va lui poser, et ben, il va arriver sur le formulaire de création de mission, qui est vraiment une des fonctionnalités phares de son interface. Et en quelques clics, il va pouvoir indiquer les jours, l'heure, le métier recherché, rajouter des informations liées à la mission, est-ce qu'il y a besoin de fournir un équipement en particulier, etc., etc. Ça va lui afficher un prix de prestation. Donc ce prix de prestation, il comprend, il n'y a pas de frais cachés en plus, c'est véritablement le montant où il va être débité à la fin de la mission. Et nous, on le calcule comment? On a en fait on applique des taux horaires minimum sur la plateforme pour vraiment garantir des rémunérations hyper compétitives pour les freelances, parce que nous, on a vraiment, on y reviendra un peu plus tard, je pense, dans ce podcast, mais on a un très gros biais professionnel à leur compte. On a vraiment, on est, on- nous, on a une mission, si tu veux, qui est valoriser le travail et le rendre accessible à tous, qui fait même partie des statuts de notre entreprise, pour dire à quel point c'est clé dans notre ADN. Et c'est pour ça que dès le début, on a dit non, on veut mettre des tarifs minimums qui sont supérieurs à la moyenne des tarifs horaires que tu as dans l'industrie pour que ça soit vraiment hyper intéressant pour les professionnels. Et en plus de ça, après, on a toute une mécanique qui rend le prix un peu plus dynamique en fonction de la tension entre l'offre et la demande sur une période donnée, sur un métier donné, pour faire en sorte justement de maximiser les chances qu'une mission va trouver preneur en ayant un prix qui va être très très attractif et qui va donner envie. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Et après, une fois que le business que l'entreprise a validé le devis, et ben nous directement, on va propager la proposition de mission aux brigadeurs qui vont rentrer dans tous les critères
des besoins de la mission. Et eux, sur leur app, en fait, ils vont être libres de l'accepter ou de la refuser sans aucune contrainte. Et une fois qu'ils l'ont accepté, ils se sont engagés vis-à-vis de l'entreprise à effectuer la mission, donc on leur demande d'honorer leur engagement tout simplement. Et alors du coup, tu me sens arriver sur la question, qu'est-ce qui se passe pour les brigadeurs quand je veux m'inscrire? Tout à fait. Alors là, enfin, nous, une des conséquences, si tu veux, de faire une plateforme fermée, c'est qu'on doit être garant de la pertinence des brigadeurs sur les métiers sur lesquels ils vont recevoir des propositions. Donc nous, en fin de compte, on a un process de validation des compétences quand ils s'inscrivent. Donc on va leur poser plein de questions et on va faire un petit entretien téléphonique avec eux pour s'assurer que si ils prétendent être aide-soignant ou être serveur ou être cuisinier, en fin de compte, ils ont bien soit les compétences et les diplômes et l'expérience qui convient pour effectuer ce genre de mission. Parce qu'en fin de compte, nous, on doit aussi, et c'est aussi une des valeurs ajoutées de notre service, même je dirais la principale valeur ajoutée de notre service pour les entreprises, c'est justement la confiance qu'ils ont en nous sur la capacité à avoir une communauté de véritables experts où ils vont être très satisfaits des services rendus. Donc ça, c'est un gros travail chez nous parce que chaque personne qui s'inscrit sur la plateforme va passer par ce process de validation des compétences pour s'assurer qu'après, quand ils vont être en mission, ce sont bien des professionnels et qu'il n'y aura pas de déception côté entreprise. D'accord, donc quand je suis, moi, si je suis brigadeur, je dois démontrer, l'ensemble de mes compétences et l'ensemble de mes dires, finalement, du contenu de mon CV avant de Tout à pouvoir m'inscrire sur la plateforme et ce qui fait que j'imagine, il y a pas vraiment de choix pour, fait. l'entreprise. Quand il y a un profil qui match par rapport à ses attentes, ça match et basta. Ça En fait, match et c'est basta. comme si vous êtes presque un peu un DRH, externalisé, enfin un système de recrutement, de profils, externalisés finalement, pour eux. Alors en fait, nous, on le pitch un petit peu différemment. On dit qu'on est un agent numérique, en fin de compte, au service des freelances, au service des professionnels à leur compte, pour les aider dans leur carrière à justement développer une activité à leur compte et aussi les aider dans leur carrière à se développer, à accroître de nouvelles compétences, à avoir accès à de nouveaux métiers, etc. Et en tant qu'agent, justement, nous, on va être en mesure de savoir parfaitement quelles sont leurs compétences parce qu'on aura passé du temps avec eux pour les déterminer et quelles sont justement les typologies de missions qu'ils aiment faire ou qu'ils n'aiment pas faire, à contrario, pour justement leur proposer des missions qui correspondent à 100% à leurs critères. Ça, ça fait partie de notre rôle de personnes au milieu, si tu veux, d'agents, c'est de s'assurer qu'ils ne reçoivent pas de missions qui ne vont pas les intéresser et que les entreprises soient systématiquement satisfaites des profils qu'ils vont recevoir. D'accord. Alors ensuite, ma question elle est un peu, si on ouvre votre, mode de fonctionnement, hem, de par leur position et quand on est freelance, on a un statut un peu compliqué, vis-à-vis de l'ensemble, de l'écosystème, économique, je dirais, un bailleur, une garantie professionnelle et cetera. Ce sont des services complémentaires que vous intégrez dans votre offre quand on est, un brigadeur? Oui, tout à fait. Alors, être à son compte, ça apporte plein de bonnes choses. C'est la liberté totale de son emploi du temps, de ses clients, de ses missions. C'est une liberté qu'on n'a pas quand on est salarié. Il y a aussi après, justement, j'allais dire des revers de la médaille, des choses qui vont être un petit peu plus complexes dans la vie de tous les jours, puisque cette grande liberté a aussi un impact sur son volume d'affaires, sur son chiffre d'affaires, sur ses revenus. Et du coup, c'est vrai que pour certaines choses de la vie de tous les jours, hein, comme prendre un logement, prendre un crédit, ça peut effectivement être un petit peu plus compliqué de prime abord. Donc c'est pour ça que nous, encore une fois, comme on veut vraiment apporter de la sérénité à cette communauté de brigadeurs, on essaie au maximum de trouver les bons partenariats avec des entreprises qui justement se positionnent sur ces marchés de professionnels à leur compte pour les aider dans leur vie de tous les jours à, à trouver une caution, un organisme qui va se porter caution quand ils vont prendre un logement en location, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de façon très proactive parce que ça fait partie de la valeur ajoutée de notre service pour justement faire en sorte que ces freelances souhaitent rester avec nous sur la durée et se plaisent dans cette façon de faire, puisque en fin de compte, les problématiques de ce statut, on va trouver des solutions pour les régler. Et ça fait partie intégrante de notre proposition de valeur.
Et alors du coup, entre le moment où je vais essayer de m'inscrire, enfin où je lance mon inscription, le moment où je suis inscrite et pour l'entreprise, le moment où j'ai besoin et le moment où j'ai quelqu'un, il faut compter à peu près combien de temps? Tu veux dire quand tu crées une mission Oui. et quand Là, tu c'est as dit que ça mettait 30 minutes pour trouver, la personne, mais du coup, est-ce que, le process, tu parlais de beaucoup d'étapes, beaucoup d'informations qui sont demandées auprès des entreprises. Est-ce que ce process-là, il est particulièrement long? Est-ce que ça va non, prendre une c'est très demi-journée, une heure? non. C'est quoi en termes de C'est volume? vraiment en quelques clics. C'est D'accord, répondre à quelques questions en fonction de la typologie de ton établissement. On va te poser quelques questions complémentaires pour faire en sorte que quand un brigadeur va recevoir une proposition de mission qui vient de ton établissement, eh ben, il va savoir, j'en sais rien, je suis un restaurant, bah, moi c'est une cuisine ouverte. Donc en fait, c'est une cuisine où tu as directement les clients du restaurant qui vont te voir. Bah, on sait que tu as certaines personnes qui n'aiment pas vraiment ça parce que c'est des ambiances de travail un petit peu différentes. Tu vas beaucoup moins discuter dans la cuisine parce que du coup, tu ne veux pas déranger les clients qui sont. Donc voilà, ça va être toute cette petite subtilité qui, pour un professionnel, font la différence. Parce qu'il y en a qui préfèrent travailler dans une cuisine fermée ou au contraire dans une cuisine ouverte. C'est un restaurant italien. Bon, bah moi, la cuisine italienne, c'est moins ma tasse de thé. Enfin voilà, c'est toute une série d'informations qui vont d'accord. nous permettre justement d'affiner les critères de mise en relation pour s'assurer qu'à chaque fois, on ait une connexion qui soit optimale, si tu veux. OK. Est-ce que, durant la crise, les garanties que vous aviez, offert inclus, en fait, dans votre fonctionnement à vos brigadeurs, ont permis un peu d'amortir le choc? Notamment enfin, je pense notamment là au secteur de la restauration. Ah oui, alors ça c'est quelque chose, qui nous ramène au tout début de la crise. En fait, nous on a, une partie importante de notre communauté qui est, alors enfin, qui justement en fait leur activité professionnelle principale, c'est d'être à leur compte. Donc du jour au lendemain, quand nous on a perdu 80 de nos clients, bah, eux aussi. Et en fin de compte, ça a été assez critique pour eux parce que, bah, eux, il faut payer les factures, le loyer, enfin voilà, ils ont des obligations, ils ont une vie de famille, enfin, ils ont des besoins à subvenir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de communication auprès du gouvernement pour expliquer la situation justement de ces chez nous milliers, mais en fin de compte, nationalement, millions de personnes qui sont à leur compte et expliquer en fin de compte à quel point ça va être difficile pour eux et que c'est très bien de mettre du chômage partiel pour les salariés euh, pour justement protéger les emplois, mais il ne faut pas oublier justement toutes ces centaines de milliers et millions de professionnels à leur compte qui eux vont se retrouver aussi sur le carreau, mais sans aucune aide à date. Donc nous, ce qu'on a fait très rapidement, ça a été de se dire, en attendant que le gouvernement ait quelque chose en place, on va le faire nous-mêmes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est enfin, vraiment, on a donné de l'argent. On a pris la moyenne des missions réalisées sur une période donnée avant la crise. Et ce qu'on a dit, c'est voilà, ben, eh ben, ce montant moyen, on va le donner pendant les plusieurs semaines où le gouvernement, justement, il va mettre en place un dispositif pour vous sécuriser, pour pas que vous vous retrouviez sur le carreau. Ça nous a semblé être la bonne chose à faire, hein, puisque si on n'avait pas cette communauté, Brigade n'existerait pas. Et nous, vraiment, cette communauté, c'est quelque chose auquel on tient très à cœur. Et du coup, en fait, on n'a pas trop réfléchi. Enfin, on a beaucoup réfléchi, mais on s'est pas dit est-ce que ça va mettre à mal la santé financière de l'entreprise, etc. Évidemment, ça avait un coût très important, mais c'est ce qui nous paraissait être la chose juste à faire. Donc c'est ce qu'on a fait pour les premières semaines justement de la crise où il n'y avait pas de dispositif en place et se retrouver dans une situation où nous on avait des gens qui nous envoyaient des emails en disant mettez-moi sur n'importe quoi parce que j'ai vraiment besoin d'argent. J'ai un loyer à payer, j'ai des charges, j'ai une famille à nourrir. Je suis prêt à faire n'importe quoi, proposez-moi n'importe quelle mission. Elle disait, bah, de toute façon, nous, c'est même pas qu'on peut pas, c'est juste qu'il n'y a pas de mission, parce que les établissements sont tout simplement fermés. Et du coup, on a été là pour les sécuriser au début de la crise, parce que c'était clé, quoi. On sort presque du prisme un peu économique, quoi. C'est presque humain. Il y a des gens qui sont dans le besoin. On a un moyen de les aider petitement, parce qu'on n'a pas non plus des moyens limités, mais au moins on l'a fait pour justement amortir un peu l'effet de la crise. Ouais, en gros, une entreprise privée a pas a priori, comme vocation et d'être un amortisseur, social, donc ce que vous avez fait, c'était vraiment aussi, protéger, vos équipes finalement parce que c'est un peu ça? Tout à En fait. les protégeant eux, vous avez aussi protégé, votre plateforme et par rapport aux valeurs que vous prônez, je pense que c'était effectivement assez aligné.
Aujourd'hui, vous avez vu, des évolutions, alors outre le secteur, est-ce que vous voyez une évolution, des gens qui étaient avant, dans des schémas assez classiques de CDI et cetera? Est-ce que vous les voyez arriver? Est-ce qu'il y a eu une évolution un peu des mentalités autour du freelance? Vous et des 2 côtés en fait, hein, même, pour les entreprises finalement de se dire: «Oui, je vais quitter un peu le schéma traditionnel d'avoir envie d'avoir mes collaborateurs». Est-ce que vous voyez une évolution? Oui, alors nous, en fait, c'est une évolution qu'on voit depuis longtemps avant le Covid. Parce que les gens qui ont fait le choix dans ces industries-là d'être à leur compte, c'est déjà des gens qu'on avait ras-le-bol des conditions de travail en CDI ou en CDD, hein, enfin en tant que salarié, dans ces industries-là, parce que c'est des horaires très lourds, voilà, enfin, dans la restauration, quand un restaurant finit à 23 h tous les soirs, bah, en fait, c'est pas de vie de famille le soir, faut travailler les week-ends. Dans la santé, c'est pareil. Donc, c'est vraiment des contraintes qui sont très lourdes, des rémunérations qui sont pas très compétitives. Il y avait et c'est pour ça qu'il y avait un véritable ras-le-bol. Enfin, nous, c'est simple. On peut voir sur le LinkedIn de Brigade, on fait souvent des vidéos témoignages avec des gens de notre communauté et qu'on leur dit à chaque fois définissez Brigade en un mot, le mot qui revient à 80% du temps, c'est liberté ou famille. Parce que famille, dans le sens Brigade, c'est un peu une famille, vous vous occupez super bien de nous, enfin, on est dans une relation hyper saine, c'est hyper agréable de travailler avec vous. Et, euh, et en fin de compte, la liberté, bah ça a été vraiment la chose la plus recherchée par ces gens-là qui ont fait justement un switch de carrière, enfin pas de carrière, mais de façon de travailler sur déjà plusieurs années avant. Et en fait, et avec le Covid, ça a accéléré un petit peu ce ressenti, parce qu'il y a plein de gens justement qui ont profité pour dire, bah tiens, je vais faire une reconversion de carrière, je vais aller faire autre chose avec des horaires moins complexes, avec des rémunérations peut-être un peu plus intéressantes, etc. Et du coup, on a tous vu les mêmes articles de presse où il y avait des grosses pénuries post-crise, parce qu'il y avait plein de gens qui sont sortis de la restauration qui ne pouvaient plus y revenir. Ça, c'était pareil dans le soin. Nous, dans le soin, on a par exemple des personnels soignants en EHPAD, où c'est des missions en général, Mmh. c'est assez compliqué les EHPAD, enfin, c'est quand même dur, hein. Alors, on a eu pas mal de gens qui disaient, bah, moi, je veux plus en faire. Parce que voilà, j'ai fait 4-5 ans dans ces établissements-là et c'est pénible, c'est épuisant, même mentalement, parce qu'on gère des situations pas faciles. Enfin, c'est des gens qui sont en fin de vie assez diminués. Et en fin de compte, bah, ils ont accepté de les faire, enfin, pas mal de membres de la communauté ont accepté de faire des missions en tant que freelance en EHPAD. Et le fait d'être en fin de compte responsabilisés sur leur choix, leur liberté, en disant bah, en fait, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, hein, ou si vous avez envie, vous le faites. Et ils disent bah, ça m'a redonné goût parce que maintenant je peux varier et je ne suis plus cantonné à un seul établissement ou un seul métier. Maintenant, je peux faire des métiers différents dans des établissements très différents. Et du coup, en fin de compte, de refaire de temps en temps un peu des pâtes, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, j'ai retrouvé même un certain plaisir parce que bah, moi, pourquoi j'ai commencé à travailler dans les EHPAD d'avance? Parce que j'aimais le contact avec les personnes âgées. Et ben, je retrouve ce contact-là que j'aimais bien à la base, sans toutes les contraintes de faire ça systématiquement. Et donc, c'est vraiment une typologie de travail qui est assez différente. C'est de se dire, voilà, moi, je veux effectuer cette carrière-là à temps plein, mais justement, on est la capacité d'avoir différents métiers dans différents établissements, dans différentes catégories d'établissements pour, entre guillemets, varier les plaisirs. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà énormément vu avant le Covid, qui s'est encore plus renforcé. Et ce qu'on a vu nous aussi, c'est que le simple fait de changer leur mode de travail bah, gommait justement ce côté lassitude de travailler dans certaines industries ou certains établissements. Et le fait qu'ils pouvaient reprendre le contrôle sur leurs horaires, sur la quantité de travail qu'ils voulaient faire sur une semaine, sur la typologie d'émissions, etc., bah, au fin de compte, ils acceptaient En fait, on avait gommé tellement de problématiques qu'ils avaient avant que finalement, ils retrouvaient un certain plaisir. Et ça, on nous l'a dit assez souvent, je reprends plaisir à refaire le métier que j'aimais avant. Et ça, c'est quand même super quoi, comme retour. En fait, ça redonne du sens au métier. Ça redonne du sens. C'est complètement ça. Bah, en fait, ça revalorise, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, notre mission, c'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Bah, donc, le rendre accessible à tous, c'est ce qu'on a fait, notamment avec cette fameuse plateforme fermée, où ce sont les freelances qui décident de la mission. Et la valorisation, bah, ça se fait par tout un tas de choses. Ça se fait par des rémunérations plus attractives. Ça se fait justement par la capacité de changer d'établissement, d'avoir accès à différents métiers. Enfin, en fait, d'avoir un horizon un peu plus varié euh, devant soi, plutôt que de rester dans une routine un petit peu éreintante sur des métiers, encore une fois, qui sont difficiles. Alors, on arrive à la fin du podcast. J'aimerais savoir à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui.
C'est une bonne question. Quoi, j'ai envie de dire non. Alors moi, j'ai envie de dire non à quelque chose qui est la polarisation du débat sur, sur les gens qui font le choix de travailler en freelance. On entend beaucoup de choses, bon, c'est un sujet qui remonte à déjà plusieurs années, hein, quand il y a eu une augmentation très forte justement des plateformes et cetera. En fait, aujourd'hui, il y a quand même 2 choses qu'on constate, hein. C'est, si tu veux, dans le débat, moi, ce qui m'a toujours un petit peu choqué, c'est que être freelance et travailler dans des entreprises, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Moi, j'ai mes parents enfin, qui ont eu des activités en freelance, de formation, etc., qui ont travaillé toute leur vie avec des traducteurs indépendants. Moi, je viens du monde de l'informatique, j'ai fait des missions en freelance dans des entreprises en tant que développeur. C'est quelque chose qui est très coutumier pour les designers. Et c'est vrai que nous, au début, quand on disait, bah non, on apporte la même chose, la même philosophie de travail dans des métiers non digitaux, on disait, bah non, c'est pas possible. Et, euh, et ça, j'avais un peu du mal à comprendre parce que c'était un petit peu dire, bah, il y a des métiers qui sont éligibles au freelancing, des métiers globalement col blanc, et les métiers col bleu, c'est pas éligible. Ce que moi, je trouvais, extrêmement dégradant pour ces métiers-là, deux, entièrement faux, parce que, en fait, ce sont des métiers qui ont autant de savoir-faire, de compétences et de valorisation et de valeur que être designer derrière un ordinateur, hein. Donc, nous, ce qu'on a vraiment porté comme message depuis le début, c'est de dire, voilà, il faut reconnaître ces métiers comme des métiers d'expertise, des métiers de carrière, même des vocations, la plupart du temps. Et il faut leur donner, bah, à juste titre, des modes de fonctionnement qui sont différents et qui sont, en plus de ça, je trouve une réponse très positive à ce qu'on appelait beaucoup pendant le premier confinement les métiers de première ligne. Ce sont des métiers durs, avec des horaires assez complexes, avec des rémunérations pas très intéressantes. Ben, en fait, ça permet de leur donner un nouveau souffle. Et ça permet justement à des gens qui considéraient leur métier comme maintenant un métier alimentaire, parce qu'en fait, ils avaient perdu un peu la flamme pour ces métiers-là, bah, justement de redonner un nouveau souffle, de redonner du sens à ces métiers, comme tu le disais très justement avant. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose où j'ai envie de dire non, c'est un peu tout mélanger et justement bah, de faire un clivage métiers digitaux et métiers non digitaux que je trouvais un peu trop binaire. Et en fait, voilà, il y a plein de métiers. En plus, on est la France, quoi. La restauration, les métiers de la bouche, c'est quelque chose enfin, ça fait partie de notre culture, de notre histoire. Je trouve ça un petit peu dommage que pendant plusieurs années, les gens ont été un peu fermés d'esprit là-dessus. Là, les mentalités commencent à évoluer. On commence beaucoup à parler de la talent economy. Et dans la talent economy, on va au-delà des métiers, je caricature, entre guillemets, bac plus 5. Et je pense que c'est hyper important de prendre en compte le fait que bah, les professionnels à leur compte, sur des métiers non digitaux, ils ont autant le droit à avoir la même reconnaissance, les mêmes conditions de travail que d'autres métiers. Et à quoi, du coup, as-tu envie de dire oui? Moi, il y a quelque chose qui me tient aussi à cœur. Ma femme étant freelance, c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur, même sur le plan perso. C'est des meilleurs. En fait, on a un système, je trouve, de protection des travailleurs, mais au sens très global. Je ne parle pas simplement des salariés, mais des professionnels, quoi, des gens qui travaillent, qui est très très axé sur les salariés, pour des raisons tout à fait historiques. Enfin, voilà, je ne rendrai pas du tout ça en compte. Mais il faut accélérer justement sur toute la protection pour les travailleurs à leur compte, notamment par rapport à la retraite, par rapport au chômage, par rapport à tout un tas de choses. On est quand même sur un système qui est malheureusement encore structurellement à deux vitesses. Et si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte justement que, en fait, en fait, que quand on fait le choix de devenir à son compte, et ben ça soit plus un choix difficile, que ça soit un choix facile, parce qu'on se dise dans tous les cas, en fin de compte, la protection que j'avais en étant salarié, je vais la retrouver avec des choses qui vont être des équivalences, hein. Je ne dis pas que ce soit tout à fait la même chose, parce que c'est des paradigmes de travail différents, donc c'est normal qu'il y ait quand même des différences également dans les systèmes de protection, mais avec des équivalences qui permettent en fin de compte que ce soit un choix facile et qui ne soit pas coûteux en termes de stress, en termes de oui, mais comment je vais faire pour trouver un nouvel appartement, comment je vais faire pour faire un crédit, comment je vais faire pour le chômage, comment je vais faire pour, voilà, si jamais je me casse la jambe, et ben comment mes revenus sont sécurisés. Voilà, c'est faire en sorte d'avoir un système qui soit plus facile, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui souhaiteraient être à leur compte, mais qui ont peur de le devenir, parce qu'ils ont peur justement de se dire, ouh là là, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème.
Et ça, vraiment, si j'avais une baguette magique, ce serait de rehausser les niveaux de protection pour faire en sorte qu'il y ait plus de «liquidité» entre guillemets sur le marché du travail et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens qui décident de devenir à leur compte, mais qui veulent être aussi en CDI à côté parce que le CDI, ça a plein d'avantages. C'est une certaine stabilité. Il y a des gens justement qui veulent, préférer, être dans une même entreprise, occuper un même poste parce que c'est un mode de vie qui leur convient mieux. Mais voilà, ça va être un petit peu moins binaire dans l'approche. Très bien. Écoute, merci beaucoup, d'avoir, participé à cet épisode, de la robe numérique et du coup, bah, très belle, continuation à ce projet incroyable qui est Brigade et puis, si vous avez des nouvelles annonces ou vous intégrez des nouveaux secteurs, surtout n'hésite pas et on te redonnera la parole. Avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup Oriana et puis, bah, bonne fête de fin d'année, hein, même si la release de ce podcast sera en janvier. Mais merci encore une fois pour l'invitation. J'étais ravi d'échanger avec toi, sur ces sujets qui sont passionnants et d'actualité, et au plaisir de revenir. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.